J'en profite pour rebondir. Tu parlais de ton essai. Donc, alors, il y a un salon du livre chez nous à Cerisy-la-Forêt. Alors, c'est pas un immense salon du livre, mais en tout cas, tu y es. Enfin, j'irai voir la mairie et j'espère qu'on pourra t'y inviter cordialement et ce sera l'occasion aussi de se rencontrer, de discuter plus profondément de tout ça. Mais j'en profite pour rebondir sur le fait que récemment, donc, tu as co-signé avec plusieurs auteurs, dont on va dire pour ceux que moi je connais le plus, Vincent Mignoreau, Nicolas Hulot, Yves Cochet, qui sont dans les plus connus, et également Pablo Servigne, voilà, qui est également pas mal connu. Mais les autres, je les connais un petit peu moins, mais j'en ai entendu parler. Et donc, du coup, tu as co-signé un bouquin, Regards croisés sur l'effondrement de l'Empire romain. Et est-ce que tu peux nous en parler, voilà, brièvement, m'expliquer un petit, expliquer tout ça? Le titre, c'est L'effondrement de l'Empire humain. Et puis en dessous, il y a écrit Regard croisé sur, je sais pas. D'accord. Voilà. Moi, je l'ai pris comme un titre complet, mais donc l'effondrement de l'Empire. Mais donc, du coup, L'effondrement de peux-tu l'Empire nous parler un petit peu de cet ouvrage et de ce qu'il a initié et Je peux en parler un en peu, parler brièvement? parce que je ne suis pas à proprement parler co-auteur, c'est pas vrai. Co-auteur, si j'avais été co-auteur avec les autres que tu cites, on est 10 au total. Si j'avais été co-auteur avec ces 10-là du projet, ça aurait voulu dire qu'on aurait travaillé ensemble pour écrire un bouquin. Ce n'est pas le cas. Non, non, il y a deux personnes qui ont lancé ce projet au départ et qui ont fini par trouver ensuite un éditeur qui est Rue de l'Échiquier, l'éditeur en question. Deux personnes qui sont Manon Comaret et Pierrot Pantel et qui ont voulu faire un bouquin et donc avec des gens, vous interviewerez des gens, un panel, je ne savais pas au début combien il y en aurait exactement, mais un panel de personnalités qui maîtrisent bien les risques d'effondrement, qui ont un avis sur la question. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des gens dont c'est la spécialité, mais c'est des gens qui peuvent avoir un avis intéressant de par leur position sur la question. Exemple, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, ce n'est pas un spécialiste de l'effondrement, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de Nicolas Hulot sur ces questions d'effondrement. Jean Jouzel, qui est l'ancien directeur scientifique du GIEC, pareil, ce n'est pas un effondriste, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un mec pareil, un des plus grands climatologues français, sur l'effondrement, bon, etc. Donc c'est un peu un mix. Et donc, ils ont fait appel à un certain nombre de gens. Certains ont pu ou ont voulu, d'autres n'ont pas pu ou pas voulu. On leur fait des fois le reproche que sur les 10 personnes interviewées, il n'y a que 2 femmes. Ben oui, d'accord. Enfin, il faut savoir quand même qu'ils en ont contacté beaucoup plus et qu'ils n'ont pas pu ou pas voulu. Donc, au final, ça s'est fait comme ça. On nous reproche qu'il n'y a que des blancs. Ah ben oui, c'est un vrai problème. Ça, c'est le problème, c'est que quand tu ne peux pas attaquer le message, tu attaques le messager. Ça, c'est un grand classique et On a fait, ils c'est ont dommage. fait, ils ont pu avec ce qu'ils ont eu. Voilà. Mais globalement, ça n'empêche pas que le bouquin a une raison d'être. Et en l'occurrence, Tout c'est à quoi fait. ce livre? C'est donc des gens, 10, qui expliquent et font passer des messages, et puis voilà, sur le sujet, certes, mais qui aussi, et c'est là peut-être la valeur ajoutée par rapport aux autres bouquins, qui se livrent. Donc, on a des interviews qui ne sont pas juste des interviews avec du contenu rigoureux. C'est comment les gens le ressentent, comment ils le vivent, les problèmes qu'ils voient derrière, etc. Donc, il y a une partie confession intime aussi là-dedans. D'accord. Voilà. Donc, je ne peux simplement que dire ça du bouquin. Euh, il est, euh, il est intéressant, il a été bien fait. Je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, c'est dire à quel point je peux mal en parler. Mais Je, voilà. je mettrai un lien, de toute façon, pour ceux qui éventuellement veulent aller le lire. Et moi, je t'avoue que je ne l'ai pas encore lu non plus, mais il fait partie, il est dans ma bibliothèque et pareil, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour bouquiner, mais effectivement, en tout cas, je conseille aux gens de s'y intéresser. Alors, je ne peux pas leur conseiller, leur dire Bon, si le livre est bien ou pas, mais je voilà, peux dire une chose, au vu c'est de que la moi, qualité des intervenants. je connais quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui a lu beaucoup, beaucoup de bouquins là-dessus. C'est pas un expert, mais c'est quelqu'un qui est très, voilà, qui est très, très, un amateur éclairé sur ces sujets-là. Et quand le livre est sorti, il m'a dit, non, mais je vais pas l'acheter, ça m'apprendra rien. Et puis ensuite, moi, j'ai fait une communication, ça me paraît c'est normal, j'ai fait tourner dans tout mon réseau l'information de la sortie du bouquin. Il en faisait partie, il a reçu le mail, et il m'a dit, bon, allez, j'ai reçu ton mail, allez, je vais quand même l'acheter, le truc. Il l'a lu, et il m'a dit après, ben, je me trompais, je pensais que j'y apprendrais rien. Et effectivement, dans le fond, j'ai pas appris grand-chose, mais ça m'a beaucoup apporté quand même. Parce D'accord. que toutes ces confessions, tous ces regards croisés où on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde d'ailleurs, c'est finalement super enrichissant. Donc,
Bon, voilà, je peux vous faire ce retour d'expérience En d'un tout ami. cas, moi, c'est clair et certain que je vais le lire et je pense que mes deux comparses qui m'ont rejoint sur le projet, je pense qu'ils le liront également. Enfin, en tout cas, ça me paraîtrait étonnant qu'ils ne le fassent pas. J'en profite pour rebondir justement donc, par rapport à ce que tu dis sur ce bouquin. Donc, ce sont des regards plus personnels, voilà, une vision plus personnelle des confessions. Moi, j'ai des enfants et je les ai eus on va dire, en pleine conscience du fait que l'effondrement était, à l'époque, je pensais probable et aujourd'hui, je pense malheureusement qu'il va arriver. J'ai pas de date. Et donc, du coup, je voulais te poser cette question qui est assez personnelle. Donc, après, voilà, libre à toi d'y répondre comme tu le souhaites. Mais alors déjà, voilà, si tu as, je ne sais pas si tu as des enfants, mais en tout cas, dans le contexte actuel, penses-tu que ce soit judicieux d'avoir des enfants? Et si jamais tu en as, comment abordes-tu la question avec eux? Et même si tu n'en avais pas, comment, par exemple, moi, voilà, tu me conseillerais d'aborder ce genre de questions, sachant que bon, la plus grande a 9 ans, le petit est trop petit pour lui en parler. Et une autre question qui est souvent posée, est-ce que tu penses que nos enfants nous en voudront de tout ça? Voilà, la question est un petit peu ouverte, un petit peu large. Je te laisse y répondre vraiment comme tu as envie et je t'écoute avec grande attention là-dessus puisque moi, c'est quelque chose auquel je pense vraiment très régulièrement. Ben oui, j'imagine bien. Je n'ai pas d'enfant. Je n'en aurai pas. Voilà. C'est un choix par rapport à ta prise de conscience? Oui, mais moi, j'ai pas une prise de conscience. Mhm. Moi, j'ai ce que je sais sur le monde, je l'ai ressenti d'abord comme une intuition très forte dès les années 90. Il n'y a pas eu un moment clé, c'était très progressif. Je me suis renseigné, j'ai commencé à comprendre d'abord sur les sujets écologiques, j'ai commencé à comprendre que c'était important et que c'était la merde. Et puis donc je me suis mis à suivre ça. Et parce que j'ai suivi ça de manière assidue et très longtemps, j'ai commencé à comprendre, j'ai ressenti une accélération des problèmes. Donc, que ça n'allait pas du tout dans le bon sens. Et que du coup, tout ce qui avait l'air d'aller dans le bon sens, mais finalement, c'était un échec, quoi. Ça servait, vous pouvez y avoir des victoires, des grandes ONG environnementales ou de certaines politiques publiques qui, soi-disant, de développement durable, un certain nombre de choses comme ça. Et j'y ai cru au début comme tout le monde, hein. Puis un peu, j'ai compris que ça ne marchait pas, et pas du tout, du tout, du tout, du tout, en fait, et que qu'on accélérait toujours dans le même sens. Alors à partir de là, j'ai cherché à trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai travaillé dans les nouvelles technologies, etc. Parce que je suis ingénieur de formation. J'ai fait comme ce que sait faire un ingénieur au début. Et puis, finalement, j'ai bien compris que ça ne marcherait pas non plus, que le problème était ailleurs. Ce n'est pas une question de génie, de technologie, d'intelligence, que ça se jouait ailleurs, sur la capacité à se remettre en question, humblement, sur le bon sens paysan, sur un certain nombre d'autres choses qui ne sont pas du tout de l'intelligence à proprement parler, ou alors pas celles qu'on met en avant. Bon, passons. Et donc, tout ça, ça a été des prises de conscience très petites et très, très, très progressives qui se sont mises en place. Et puis ensuite, j'ai compris que ça suffisait évidemment pas de s'intéresser à l'écologie. Donc j'ai creusé beaucoup d'autres sujets derrière, dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, en politique, en communication, en psychologie, patati, patata. Et c'est devenu ce que je suis aujourd'hui, qui donne des conférences, qui écrit des choses, qui produit des propositions, etc. Mais ça a été tellement progressif qu'il n'y a pas un moment clé. Et donc, très honnêtement, ça fait très longtemps que je sais que je n'aurai pas d'enfant. Ça n'a pas été une décision à un moment. Et ce n'est pas directement lié à ce sujet-là, finalement. C'est quelque chose de lentement et mûri. Accessoirement, il y a un truc qui m'a renforcé dans cette idée-là, c'est que ce n'est pas le problème dont on parle, ou les problèmes. C'est l'absence de solutions et c'est l'absence de gens qui les portent. Il y a très très peu de gens qui ont, une compréhension pointue et nuancée de ces problèmes. Deux, qui ont une compréhension pointue et nuancée de ce que l'on peut y faire et de ce qu'on ne peut pas ou plus y faire. Donc, qui ont la compréhension des solutions et de leurs limites, des résistances au changement, des verrouillages du système. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parmi ceux qui sont très rares déjà, parmi ceux qui comprennent la problématique,
il y en a beaucoup de gens qui passent à côté quand même de sa nature profondément systémique et qui s'imaginent des solutions qui en réalité ne marcheront jamais. Exemple, développement durable. Développement durable, c'est quoi? C'est les écolos qui nous emmerdent? Non. Le développement durable, c'est des gens qui ne sont pas du tout écolos, qui ont compris qu'il y avait certaines thématiques qui relevaient de l'écologie, qui étaient dans le giron des préoccupations des écolos, qui devenaient importantes et dont il fallait s'occuper, par exemple le climat, par exemple certaines autres choses de cette nature-là, les forêts, les machins. Et donc ils ont dit, bon, alors on va s'en occuper, et on va appeler ça de l'écologie et des trucs durables et compagnie. On va s'en occuper parce qu'il faut que ce soit nous, il ne faut surtout pas laisser les écolos faire, parce que les écolos seraient trop radicaux pour nous. Et donc ils nous produisent des trucs qui relèvent d'une myopie totale baignée d'idéologie, qui fait que les gens qui ont créé le développement durable étaient, je pense, pour la plupart, totalement convaincus que ça allait marcher. Qu'il était possible de concilier maintien du système existant et puis on va soulager la planète. Sauf que c'est faux, totalement faux, ça l'a toujours été, et on a les preuves aujourd'hui. Donc je dis tout ça, je termine cette digression, parce que globalement, le développement durable, j'ai pris conscience que ce n'était pas de l'écologie, et que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui tirent à boulet rouge sur les écolos nous emmerdent. Mais c'est qui les écolos? C'est qui les écolos? Ça ne veut rien dire les écolos. Dans les écolos, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des cons, il y a des mecs bien, il y a des gens qui comprennent, la plupart ne comprennent rien. Il y a des gens qui sont un peu braqués et qui, par des bonnes intentions, disent des choses qui des fois sont un peu débiles. Et puis il y a toute une population de gens qui nous produisent des mesures politiques écologistes et qui ne sont pour la plupart pas des écolos, ou des gens qui font passer la politique avant l'écologie, ou l'économie avant l'écologie, etc. Bon, bah, etc. L'écologie, c'est un truc totalement diffus. La définition de l'écologie, c'est quelqu'un qui comprend que c'est important de s'occuper de l'environnement, qui voit que l'environnement va mal et qui donc veut s'en préoccuper. Ça, c'est un écolo de manière fondamentale. Je suis écolo. Je dis ça parce que j'en ai ras-le-bol de voir des gens tirer à boulet rouge sur l'écologie. La grande majorité des critiques qui sont adressées à l'écologie sont fausses, ce sont des caricatures, on met toutes les écolos entre guillemets dans une catégorie indistinguable, alors qu'en réalité c'est effectivement diffus. Et j'en veux aussi à certains écolos ou gens qui se présentent comme tels, qui évidemment nuisent beaucoup à la cause par des attitudes débiles. Donc quelque part, ils méritent aussi un petit peu, ce qui leur tombe sur la gueule, parce que comme critique, parce que des fois ils méritent un peu, mais en tout cas c'est pas fondé dans les faits. Et tout ça, c'est une prise de conscience que les gens sont à côté de la plaque. Les écolos qui essaient de bien faire, mais qui ne comprennent pas toujours bien, et les politiques qu'on nous présente comme écologistes qui ne le sont pas vraiment. Donc une fois que tu as compris tout ça, et que le système va se réorganiser et jamais changer en profondeur, tu arrives à quoi? Tu arrives à changer de point de vue, et dire il n'est plus temps d'essayer de soutenabiliser le monde, c'est-à-dire de le rendre soutenable, durable. Il faut maintenant se préparer à l'éventualité où ce ne serait pas le cas. Donc, il y a une évolution de la pensée qui fait que là, maintenant, on arrive dans le... Et alors, des gens qui comprennent ça et qui sont capables ensuite d'être force de proposition pour comment tu te prépares, il n'y en a quasiment plus aucun. Et qui, en plus, sachent faire ça en étant des communicants professionnels. Moi, ce n'est pas mon métier d'être communicant. Je suis un ingénieur, je suis un expert de mon domaine, assez rigoureux, mais qui a compris que la communication était importante et qui s'est aussi formé comme communicant, parce que j'étais désespéré de voir que les experts sur des sujets complexes et scientifiques ne savent pas parler, et du coup, ils ne sont pas convaincants comparativement à des lobbyistes de merde qui racontent de la merde, mais qui le font de manière simpliste et convaincante. Donc, c'est pour ça que des gens qui cochent toutes ces cases, il n'y en a pas. C'est ce qui m'a convaincu que j'avais probablement un rôle à jouer là-dedans, et que j'ai tout fait pour le jouer, et ce rôle-là exclut toute vie de famille. Je comprends. Tout couple, je ne sais pas, je suis en couple, mais enfin, je ne suis pas le meilleur petit ami du monde, hein, ça je peux le dire, parce que je suis toujours occupé, je ne suis jamais disponible. Donc il faut aussi pouvoir se le farcir. Je remercie ma compagne de supporter tout ce qu'elle supporte, parce que je ne suis pas quelqu'un de désagréable au quotidien, mais je ne suis pas facile à vivre, parce que j'impose comme rythme et comme absence au couple, je ne suis jamais là. De là à avoir un gosse, non, je n'ai pas le temps d'avoir un enfant. Si j'avais un enfant, soit ça voudrait dire que j'arrête de faire ce que je fais et je pense que c'est trop important pour arrêter, soit ça voudrait dire que je suis un mauvais père. Bon. Par contre, je n'ai pas d'avis à donner aux autres. Je n'ai aucun avis, c'est pas à moi, ce sont des choix sur avoir des enfants ou pas, ce sont des choix purement individuels. Par contre, si vous en avez, ayez-en si vous voulez en avoir, très bien. Si vous en avez, faites que ce soit des gens qui soient plus au service, qui sachent se mettre au service de l'intérêt général,
plutôt que des gens qui soient dans la compétition et dans la performance, et qui soient des winners et des gagnants. Voilà. Et si vous voulez les orienter, essayez de les passionner pour le monde naturel, essayez de les passionner pour comment on vit en harmonie avec ce monde naturel. Je ne parle pas de fumette autour d'eux à la hippie, hein. Je parle de choses très concrètes, plutôt que dans des logiques d'exploitation pure du vivant pour servir uniquement les intérêts, et souvent uniquement les intérêts commerciaux d'ailleurs, de l'homme. Sortez de cette logique-là, absurde, qui n'est pas utile au monde et qui ne sera pas utile à vos enfants. Et si vous voulez pousser un enfant vers une carrière, essayez de dépasser ce que vous raconte l'éducation nationale et les médias. Parce que demain, la plupart des professions de très haut niveau pour lesquelles on forme aujourd'hui n'existeront plus. Voilà. Les hyper-spécialisations, dans 10, 20, 30 ans, n'existeront peut-être plus. En tout cas, un certain nombre. Voilà. Donc l'avenir, c'est aussi beaucoup quelqu'un qui sait un minimum, qui est sensibilisé à produire sa propre nourriture, à travailler avec les autres, à réparer, à construire, à être bricoleur sur plein de trucs, à savoir bien protéger sa santé, etc. Bon, ça va, on n'est pas trop mal. C'est comment on communique vers des gosses. Eh ben, il y a effectivement, il y a un âge, il faut y aller progressivement. Mais moi, je suis pour qu'on commence relativement tôt. Mais attention, ce sont des sensibilisations très progressives et très douces au début. Il ne s'agit pas de dire à un gosse qui a 4 ans, tout va s'effondrer. Qu'est-ce que tu fous? Ben non. Donc déjà, tu n'utilises pas ce mot d'effondrement, tu n'utilises pas des mots qui font très peur. Au début, tu y vas progressivement. Mais il faut lui donner le goût. Ce n'est pas juste lui foutre des trucs dans la tête. Il ne s'agit pas de conditionner quelqu'un. Il s'agit de sensibiliser quelqu'un, de lui donner la possibilité même peut-être de s'intéresser profondément par lui-même à la chose. Donc, ça commence relativement tôt, plutôt que de ne pas en parler. Puis d'un seul coup, ça y est, tu seras un homme, mon fils, tu as maintenant 11 ans, et à 11 ans, tu dois savoir. Et d'un seul coup, on apprend aux gamins que le Père Noël n'existe pas. Et ça, c'est dur à encaisser. Voilà. Et donc ça, je ne pense pas qu'il faille y aller non plus comme ça. Il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que les enfants, je parle plus des enfants que des ados, en l'occurrence, les ados, c'est un âge un peu particulier, mais un passage un peu particulier, mais les enfants ont une plasticité cérébrale bien supérieure à la nôtre, une capacité d'encaisser certaines informations bien supérieure à la nôtre. Et c'est plus facile, je te donne un exemple et après j'ai fini, je te donne un exemple, c'est plus facile d'apprendre des choses nouvelles, même si elles ne sont pas toutes gaies, que de désapprendre. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à être pauvre si tu n'as pas été riche avant. C'est beaucoup plus facile. Je le sais parce que fut un temps, il y a très très longtemps, où j'ai caressé ce rêve. Alors vous comprendrez que c'était un Arthur Keller d'un autre temps. C'était au début des années 90. Au début des années 90, figurez-vous que moi j'ai fait 2 ans dans la marine et que dans un lycée militaire, je faisais mes classes préparatoires scientifiques, maths sup, maths spé, dans un lycée militaire, mais avec une instruction militaire. Et derrière, j'envisageais très sérieusement d'aller à l'école navale parce que je rêvais de devenir pilote dans l'aéronaval. Et à l'époque, j'ai appris une chose, c'est qu'il y a des gens, ce n'était pas mon cas, il y a des gens qui voulaient devenir pilote de chasse, c'était leur rêve, et du coup, relativement tôt, ils s'étaient formés en prenant des cours de pilotage privé sur des petits coucous, en pensant que ça leur donnerait un avantage, et c'est l'exact contraire. Quand tu as beaucoup piloté, c'est très difficile de devenir pilote de chasse, voire c'est un problème. Parce que c'est beaucoup plus facile, pourquoi je raconte ça? Parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre en partant de zéro que de désapprendre des mauvaises habitudes que tu as prises sur des... Donc, tu vois, c'est la même logique, même si l'histoire n'a rien à voir. Bon, moi, au final, après, j'ai changé de rêve et j'ai changé de voie, etc. Bon, et donc, pour toutes ces raisons, il vaut mieux y aller progressivement. Et en fait, souvent, c'est les enfants qui surprennent les parents. Et du coup, ça tombe bien que tu l'abordes comme ça, puisque je voulais te poser une question volontairement un petit peu, on va dire, provocante. Par rapport aux enfants, donc de voir je vais pas dire, enfin si, on peut le dire, les formater comme ça dès le plus jeune âge pour leur apprendre ça. Certains pourraient te reprocher, ça a été reproché d'ailleurs à Aurélien Barraud, de voir les choses sous la forme un peu d'un totalitarisme vert. Est-ce que tu penses, finalement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, au tout début qu'on discutait, tu parlais justement de la démocratie qui n'est pas forcément la meilleure solution, et voire même peut-être pas la solution pour résoudre nos problèmes. Est-ce que tu penses que finalement, sous ce terme barbare de totalitarisme vert, finalement, il n'y aurait peut-être pas une solution, peut-être un despote éclairé qui
qui auraient, on va dire, le courage d'imposer des choses que finalement l'intelligence collective n'arrive pas à s'imposer. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution? Je pense que s'il existait quelqu'un qui soit capable d'être ce despote vraiment éclairé, c'est-à-dire qui comprenne tout et qui sache ce qu'il faut faire, et qui agisse vraiment d'une manière totalement humaine, voire humaniste, mais pas que, même, parce que l'humanisme a ses problèmes également. L'humanisme, le problème de l'humanisme, c'est l'anthropocentrisme. Dans le bien-être général, machin, tout ça, oh ouais, ma foi, pourquoi pas, s'il arrivait à mettre tout le monde d'accord, à mobiliser tout le monde vers ce grand projet derrière lui. D'accord? Mais évidemment, c'est impossible. D'accord? C'est totalement impossible. Donc, On va dire que donc c'est... la traduction dans les faits d'une telle idée ou d'une telle idéologie est nécessairement une catastrophe. Donc, je suis résolument contre toute cette idée de totalitarisme. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes à certains égards dans une société qui culturellement est totalitariste ou totalitarisante. Elle l'est. Voilà. Et on est tous baignés à certaines idéologies, on s'en rend même plus compte. Et c'est ça, quand c'est le plus dangereux, c'est quand on s'en rend même plus compte. Alors, très honnêtement, euh, ensuite, tu parles de... Tout à l'heure, je l'ai bien dit. Hein. D'ailleurs, on ne pourra pas me reprocher si vous avez un doute pour revenir en arrière et pour vous écouter. Quand j'ai dit qu'on communiquait auprès des enfants, j'ai justement pris la peine de dire que le but n'était pas de les formater ou de les conditionner. Le but, c'est de les sensibiliser et de faire en sorte qu'ils s'y intéressent. C'est quand même radicalement différent. Ah, tout à fait. Non, non, mais Donc, disons que on va dire que c'est très facile pour les gens de partir de ce genre de phrase et de te faire dire ce que tu n'as pas dit, bien sûr. exactement. C'est pour ça que je précise, les mots sont importants. Très important. Je ne suis pas forcément... toutes mes phrases ne sont pas parfaites. On pourra peut-être venir me faire chier sur une phrase que je n'ai pas dite de la bonne manière, mais globalement, c'est important. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de totalitarisme vert. Il y a des gens qui parlent de Khmer vert, du risque d'une dictature verte, d'ayatollah vert, ces choses-là. Alors moi, je veux quand même critiquer fortement toutes ces idées-là, qui sont des idées totalement absurdes. Alors excuse-moi si je te choque, mais Ah totalement. non, pas du tout. Je dis pourquoi. Nous sommes dans un moment de l'histoire. Non, je dis un truc avant, et après je reviens à ça. Un truc avant, petite parenthèse que j'ouvre avant de la refermer. Je m'intéresse beaucoup à l'écologie. Et je n'ai pas dit à l'écologisme. Les écologistes sont des militants, des activistes, partisans de l'écologisme. En France, on utilise mal les mots. On dit écologie. L'écologie, c'est un champ scientifique, domaine de science. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'écologie. Et par certains aspects, je suis militant obligatoirement. Obligatoirement, parce que l'enjeu est tel et la situation est telle que je me bats pour ma propre vie. Enfin, même à bout d'un moment, c'est de la Totalement. self-défense, enfin, c'est de la légitime défense. Bon. Mais globalement, ça n'existe pas quelqu'un dont la vie serait en danger et qui resterait neutre. Ah, moi, je ne prends pas parti. C'est pas possible. Donc, je suis nécessairement militant. Mais ça ne veut pas dire que je suis comme les autres militants. Dans les militants verts, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais je pourrais en parler pendant 1 heure. Et je ne suis pas aligné avec beaucoup des gens qui sont... Par contre, globalement, beaucoup d'écolos, c'est quand même des gens qui veulent l'intérêt général durable. On ne peut pas leur reprocher de vouloir aller vers le totalitarisme. Dans l'idéologie de l'écologisme, l'idéologie profonde, ça reste hyper humaniste aussi, hyper démocratique. Il n'y a quasiment aucun, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il n'y a quasiment aucun écologiste dont la vision d'une société parfaite, ce serait une dictature, qu'elle soit verte ou pas. Quasiment aucun. C'est totalement... Moi, j'en connais. Je pratique les écolos depuis 20 ans. J'en ai rencontré personnellement aucun. Aucun. Jamais. À moins qu'il l'ait bien caché. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je sais qu'il y a quelques gens qui sont tellement radicaux qu'aux yeux du commun des mortels, ils apparaissent comme des extrémistes. D'accord? Mais il faut bien se dire aussi une chose, c'est que c'est notre monde qui est extrême. Allez voir une de mes conférences où je fais un état des lieux de la situation. Vous allez voir à quel point on ne s'en rend pas compte.
nous, dans nos petites villes, là où on voit que notre décor autour de nous, à quel point la destruction écologique de nos modes de vie, indirectement, est extrême. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un effondrement du vivant, mais ça va bien au-delà. Il y a des chiffres totalement fous dont on ne se rend pas compte. Si je vous dis qu'on manque aujourd'hui de sable de construction au niveau mondial, qu'on commence à aller vers des pénuries de sable, qu'il y a des mafias du sable et des gens qui se font tuer pour du sable dans le monde aujourd'hui, et que ça vient notamment du fait que la Chine a utilisé plus de ciment en 3 ans que les États-Unis pendant tout le XXe siècle, c'est un truc de fou. On ne peut pas en avoir conscience dans nos petites vies. Il y a des phénomènes qui sont à l'œuvre, qui ont des rapidités, qui ont des ordres de grandeur, des flux qui sont inimaginables. Ça dépasse l'entendement humain. Nous sommes en train de tout détruire. Ce monde est extrême. À partir de là, quelqu'un qui en a pris conscience et qui adapte ses comportements à sa prise de conscience paraît nécessairement extrême de manière par contraste avec les gens qui sont dans ce système et qui s'y trouvent encore bien. Voilà. Mais ce n'est pas eux les extrémistes. Bon, mais passons. Des gens qui seraient extrémistes au point de vouloir une dictature verte en écologie, j'en connais pas un seul. Par contre, parce que l'on va vers les remous et des turbulences extrêmement fortes de cette société, je devrais dire de cette civilisation, parce que ça va être très différent à chaque endroit, mais globalement, ça va être un peu partout. Alors, oui, il va y avoir des émergences de gens qui vont prendre ou s'arroger ou essayer de convaincre de leur donner le pouvoir en disant « je vais assurer votre sécurité, mais en échange, vous allez faire des compromis sur votre liberté ». Et il va y avoir des émergences qui ne se diront jamais, évidemment, ouvertement de dictature, mais qui en sont bel et bien, avec des horreurs plus ou moins masquées à la population, mais des horreurs bel et bien. Et des risques de dictature, il y en a énormément. Et les risques de dictature ne viennent pas des Verts, ne viennent pas de là. Par contre, ces dictatures-là vont se présenter probablement à certains endroits comme des dictatures vertes, parce qu'elles vont utiliser des justifications écologistes pour justifier cette dictature. Et donc oui, il y a un vrai risque de totalitarisme vert, mais il ne vient pas des Verts, de la même manière que le développement durable ne vient pas des écolos. C'est d'autres personnes qui vont récupérer et instrumentaliser certaines thématiques et certains points de vue verts pour justifier des totalitarismes. Voilà, donc ça, je voulais faire la lumière là-dessus, c'est un sujet important. Je pourrais en parler pendant 2 heures parce que ça m'est cher. J'en ai marre de voir régulièrement sur la toile ou dans ma vie quotidienne ou dans ma vie personnelle, quand je suis en déplacement, de voir des gens qui y vont de leur point de vue à l'emporte-pièce, très, très tranchés sur contre ceci, contre cela, les verts ceci, les écolos cela, alors qu'ils ne comprennent pas grand-chose aux nuances de cette chose-là. Voilà. Et la dictature verte ne sera pas une solution, par contre c'est un vrai risque, mais ça ne vient pas des écolos. Voilà. Mais je vois très bien de quoi tu parles, puisque moi, le premier, bon, je présente mon projet comme un projet qui tend à l'éco-responsabilité. Et je me suis déjà vu, bon, heureusement de manière assez marginale, mais ouais, tu te dis écolo, mais tu as un téléphone portable. Enfin, malheureusement, c'est souvent réduit à quelque chose de très simple. Tu vois, tu parlais d'homme de paille tout à l'heure, c'est un petit peu ça. J'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au sable. Puisqu'on parle souvent, donc on va dire en effondrement, on parle souvent de l'effondrement des énergies fossiles, donc du pétrole, du gaz et tout ça. Mais effectivement, donc, tu as abordé le sujet du sable. Et il y a un autre sujet qui est finalement peu connu, mais auquel à un moment je me suis intéressé, c'est aussi également le manque de phosphate, peu de gens le savent, mais pardon, phosphore, pardon, phosphore, je dis phosphore, je dis des bêtises, Non, non, de mais, phosphore. non, mais les deux. Les deux? Enfin, vas-y. Et effectivement, donc du coup, il faut savoir donc qu'aujourd'hui, alors là je parle sous couvert des 2 gars qui s'installent en tant que maraîchers ici. En fait, comme quoi les plantes ont besoin de phosphate et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à force que le sol soit lessivé, retourné, de ça, il y a un vrai manque par rapport à ça et on arrive à un épuisement de ces ressources-là. Et donc du coup, là où je veux en venir, c'est forcément, un des besoins primaires de l'être humain, c'est de manger, hein, sinon il meurt. Hein, c'est pas plus bête, pas plus compliqué que ça. Euh, D'après toi, quelle serait la meilleure chose
pour l'agriculture aujourd'hui, on va dire, qu'est-ce que tu préconiserais pour l'avenir pour l'agriculture? Et penses-tu qu'on aura le temps d'adapter l'agriculture, puisqu'aujourd'hui on est sur une agriculture productiviste qui dépend donc des énergies fossiles, du phosphore, etc. Et donc du coup, voilà, comment le monde rural, est-ce qu'il aura le temps, comment il peut s'adapter et comment on pourrait repenser notre résilience alimentaire par rapport à ça? Ok, donc là, tu me poses une question. Si je vais y répondre pleinement, on repart pour 3 heures. D'ailleurs, j'en profite pour t'avertir qu'on est aux alentours de 3 heures déjà. C'est J'ai pas ça. de problème. J'ai pas On de va problème. dire que voilà, en 10 minutes, si tu arrivais à résumer ça, c'est compliqué. On en parlait au début, mais effectivement, ce sont des sujets tellement intéressants et tellement complexes qu'il est toujours compliqué de pouvoir en parler en très peu de temps. Donc, on va dire, si on peut essayer de l'avoir à peu près on va dire en une dizaine de minutes, et après j'aurai une dernière question et je pense qu'on aura déjà fait le tour de la plupart des sujets. On va faire ça. Et puis, ce que je vais faire également, c'est que je vais t'envoyer un lien vers un article que j'ai mis moi-même en ligne, hein, parce que c'est un article de presse papier, un Mhm. article qui est apparu il y a 2 ans maintenant, à peu de choses près, dans une revue qui a malheureusement disparu depuis. Pourtant, c'était une revue de grande qualité, mais que les gens ne connaissent pas bien parce que c'était une revue professionnelle. C'était uniquement une revue pour des professionnels, qui s'appelait Mhm. Préventique, qui était spécialisée sur la prévention des risques. Donc, c'était des experts de la gestion de risques qui essentiellement achetaient cette revue. Et c'était une revue de très bonne qualité. Et donc, j'ai publié un article, enfin trois articles, mais notamment un qui s'appelait le phosphore, enfin sur le phosphore, sur les risques le rebouclage du cycle du phosphore. Bon, alors parlons-en un tout petit peu. Euh, Effectivement, comme tu l'as dit, nous en avons besoin de bouffer. Il se trouve que rien ne peut pousser sans phosphore. En fait, il se trouve que absolument aucune cellule d'aucun être vivant n'existe sans phosphore. Le phosphore, c'est vraiment une des briques élémentaires du vivant, comme le carbone, comme l'oxygène, comme en tout cas sur cette Terre. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres mondes d'ailleurs où ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a rien découvert, mais voilà. Donc, le phosphore, certains qui ont des notions de biologie peut-être le savent, la cellule, que ce soit une cellule végétale, d'un champignon ou d'un être humain ou d'un n'importe quel animal, une cellule pour fonctionner a besoin d'adénosine triphosphate, ATP, voilà, et le P, c'est bien pour phosphore. Donc l'énergie de nos cellules provient du phosphore. Quand on, aujourd'hui, notre système agricole, il consiste en quoi? Dans la grande majorité des cas. Hein. Je parle en France, mais également dans le monde, évidemment. Par contre, il y a des endroits où c'est pas comme ça, mais globalement, c'est très dominant sur Terre. Nous avons un système qui consiste à faire pousser quelque chose dans le sol, soit on le mange, soit on le donne à manger à des bêtes qu'on va manger par la suite, et ensuite, donc il y a du phosphore là-dedans. Ensuite, nous, on mange, et à moins qu'on soit une des très, très, très rares personnes à avoir des toilettes sèches et à en faire quelque chose, eh ben, une fois qu'on a mangé, on va aux toilettes et ça part dans l'eau potable. Et ça va dans un système d'égout, ça passe dans une station d'épuration qui est absolument incapable de retenir le phosphore qui, entre-temps, s'est transformé sous une forme ionisée. Ça part à travers les filtres, jusque dans les rivières, les fleuves et au final l'océan. Et cette ressource vitale pour toutes les formes de vie est en train d'être transformée en d'une ressource utilisable vers une ressource non utilisable, perdue à tout jamais. On ne récupérera pas le phosphore dans les océans dans la forme sous laquelle il est. Sauf éventuellement par quelques poissons qu'on peut repêcher. Hein. Mais bon. Donc, voilà ce qui se passe. À partir de là, les sols, bah, ils ont besoin de phosphore dans le sol pour du phosphore pour faire pousser les plantes, etc. Ben, comme on est en train de les dégrader rapidement et que, par exemple, la biodiversité des sols, je parle de la microfaune des sols, est totalement en train de crever, ça, c'est un mélange entre des produits qu'on utilise, entre des techniques avec de la mécanisation lourde qui écrase les sols, qui compacte tout et qui empêche la faune du sol de vivre, de faire son travail, notamment ce qu'on appelle la faune merde, pas épigée ni endogée, mais celle qui fait des allers-retours. Le nom m'échappe maintenant.
bref, passons, notamment les vers de terre, qui créent de l'aération du sol, si tu veux. Ça fait partie des choses qui créent de l'aération du sol, les champignons aussi un peu. Bon, bref. Et le sol n'est plus aéré, il est compacté. Parce qu'il est compacté, ben, quand il pleut, il n'absorbe plus l'eau. Et du coup, plutôt que l'eau pénètre dans le sol, elle finit par lessiver les sols, qui sont envoyés in fine vers les rivières et les fleuves. C'est aussi la raison pour laquelle la plupart de nos fleuves en France sont totalement marrons. Et plus il pleut, plus on voit arriver des vagues dans les fleuves d'eau marron. L'eau, elle n'est pas marron à la base. Hein. L'eau, avant, elle était transparente. Hein. Mais si elle est marron, c'est uniquement parce qu'il y a de la terre dedans. Et ça, c'est l'érosion des sols qu'on peut observer très concrètement. Donc les sols sont en train de s'éroder pour des pratiques agricoles de merde, notamment également l'usage massif du semis, du semis, je dis n'importe quoi, du labour, qui peut être très pratique pour un agriculteur, n'empêche que ça retourne la terre, et ce qui fait que la faune qui est en surface, qui a besoin d'oxygène, se retrouve en dessous, là où elle est en milieu anaérobie, sans oxygène, et elle crève, et que la faune qui est en dessous, au-delà de 30 cm de profondeur, et qui, elle, ne supporte pas l'oxygène, donc elle reste en profondeur, se retrouve en surface, et elle crève. Et puis on ne couvre pas les sols, donc les sols, soit ils gèlent, soit ils se dessèchent, etc., etc. Toutes ces pratiques agricoles ont fait que les sols sont en train de crever, ont fait que la quantité de vers de terre, entre autres, parce que c'est le cas de toutes les autres formes finalement, notamment les colamboles et un certain nombre de choses qui vivent dans le sol, sont en train de crever. Il y a 20 fois moins de vers de terre aujourd'hui. Je crois que c'est les Bourguignons qui disent ça, il me semble. Oui, je mettrai un lien aussi sur leur vidéo. Elle est assez rapide et facile à aborder. Ouais. Voilà. Et bon, ce n'est pas les seuls que je suis, il y en a d'autres, mais globalement, c'est intéressant. Effectivement, il explique bien que depuis le début, depuis les années 50, je crois, à peu près, depuis l'après-guerre, la quantité de vers de terre par hectare a été divisée par environ 20 en moyenne en France. Voilà, il y a presque... Donc, et les vers de terre, c'est eux qui fabriquent le sol. C'est eux qui font le complexe argilo-humique qu'on appelle la terre. Bon, enfin, passons, on ne va pas rentrer dans des cours là-dedans. Je dis tout ça parce qu'effectivement, le système fait que les sols sont vidés. D'ailleurs, les trois types de faune, ça y est, j'ai retrouvé, c'est épigée en surface, endogée en dessous, et la faune anécique qui fait des allers-retours. C'est en train de crever, et parce que ça crève, il est beaucoup moins capable, le sol, voire plus du tout à certains endroits, de recycler, de refabriquer, de remettre à la disposition les nutriments comme le phosphore. Et donc, les sols sont devenus totalement incapables de produire quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on y met des engrais. Donc on va y mettre des engrais de synthèse où on apporte artificiellement au sol, essentiellement, même s'il y a d'autres choses, essentiellement NPK, azote, phosphore, potassium. Et ça vient d'où? Eh bien, l'azote, massivement, il est fabriqué à partir du procédé, comment il s'appelle déjà, Haber-Bosch. Donc c'est un procédé qui transforme du pétrole, hein, grosso modo, en azote. Voilà, avec de l'azote. Et ça permet d'ensemencer les sols. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, pétrole, pétrole, pétrole. Ensuite, alors que si tu plantes des légumineuses, les légumineuses sont tout à fait capables de capter l'azote de l'air et le transformer dans une forme utilisable par les plantes dans le sol. Donc il faudrait beaucoup plus de légumineuses. En plus, c'est bien pour plein d'autres choses, notamment le fait d'absorber et de capter pour ton organisme les protéines. Et donc on aurait besoin aussi, avec les bonnes céréales et les bons mélanges entre les céréales et les oléagineux aussi, et puis les légumineuses, on aurait tout à fait suffisamment de protéines. Bon, bref, passons, on aurait besoin de moins de produits carnés. Le fait est que si tu mets des engrais NPK, c'est pour apporter de l'azote, du phosphore qui est essentiellement issu de mines et de carrières de phosphate. Voilà. Et ensuite, derrière également le potassium, mais bon, il y a d'autres choses, magnésium, calcium et compagnie. Donc, le fait est que aujourd'hui, l'intégralité de notre système à nous de production alimentaire est dépendant des imports, parce qu'on n'en a pas chez nous, de phosphate. On en avait chez nous, au sens large du terme, dans les dom-dom, dans les territoires d'outre-mer. On en avait en Polynésie. Voilà, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est fini. Parce qu'en fait, on a épuisé les stocks. Et un stock de phosphore, ça ne se renouvelle pas. Ça s'épuise une bonne fois pour toutes. Regardez, faites une recherche, ce qui s'est passé sur l'île de Nauru, en Polynésie. L'île Nauru. L'île de Nauru était une île où d'un seul coup, on a découvert, une île très indigente, hein, il y avait vraiment beaucoup de misère, et pas beaucoup de gens, etc. Puis, ils ont découvert, je ne sais plus qui, Australiens ou Néo-Zélandais, enfin, je ne sais plus, ils ont découvert des phosphates,
Du coup, ils ont mis de l'exploitation progressive, et puis bon. Et c'est devenu l'industrie majeure. Et ils ont vendu tellement de phosphate au monde entier qu'ils sont devenus richissimes. Donc il faut savoir que l'île de Nauru a été un petit pays qui, pendant un certain temps, dans les années, je ne sais plus, 60 ou 70, ont eu le PIB par habitant le plus haut du monde. Donc les Naouriens, je crois qu'on dit comme ça, ont été les gens les plus riches du monde. Jusqu'à la fin, ben après, ils se sont mal démerdés aussi, ils ont mal géré, ils se sont fait avoir par des hommes d'affaires véreux, mais au final, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, aujourd'hui, il faut aller voir l'état dans lequel est l'île. C'est une catastrophe écologique et humaine et sociale totale. Et il y a un article d'ailleurs que j'avais lu qui m'avait intéressé, je ne sais plus le titre exact, mais c'est un truc du style le futur a déjà eu lieu à Nauru ou sur Nauru. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Nauru promet de se reproduire d'ailleurs pour d'autres raisons au Groenland. Cette fois-ci, pas pour le phosphore, mais pour les fossiles qui sont contenus au Groenland. Le dégel du Groenland, de l'Inland 6, permet d'accéder à des ressources qui n'étaient pas accessibles. Et on est en train de faire miroiter aux gens du Groenland, aux Inuits, on est en train de leur faire miroiter qu'ils vont devenir ultra riches. Et peut-être que ce sera vrai. Et ils sont très tentés de le faire, parce qu'ils en ont marre d'être à la traîne du monde en termes de développement. Donc il est très probable, il est possible en tout cas, qu'on se mette à exploiter massivement les ressources du Groenland et que les Groenlandais se retrouveront très 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 riches, peut-être, si ça ne s'effondre pas d'ici là, très 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 riches, avant de s'effondrer totalement. Bon, et de tout perdre. Et comme je disais tout à l'heure, ça va être beaucoup plus dur pour eux d'être pauvres une fois qu'ils auront été riches que de le rester. Mais bon, passons. Au moins, ils ont eu un petit passage où ils se sont éclatés, ils ont fait n'importe quoi, très certainement, au passage. Bon, parce que les Naouriens, ils ont fait n'importe quoi. Ils avaient 8 voitures par personne, enfin, c'était n'importe quoi. Quand leur voiture tombait en panne, ça coûtait plus cher de la faire réparer que d'acheter une nouvelle voiture et de la faire venir depuis l'Australie. Ils achetaient une nouvelle voiture. C'est des voitures à usage unique, presque. Une folie totale, quoi. Bon, Mais je vais aller me renseigner parce qu'effectivement, je n'en avais pas entendu parler, mais ça doit être très intéressant à voir. il y a plein de choses que tu peux trouver. Je peux envoyer un lien si besoin. Bon, en tout cas, sur le phosphore, et je clôture là-dessus, le phosphore, les ressources sont limitées. Donc notre capacité à mettre des engrais NPK dans le sol, enfin des engrais où il y a du phosphore, sont limitées. Or, aujourd'hui, même s'il y a du phosphore en Chine, il y a du phosphore en Amérique du Sud, aux États-Unis, machin, 70% environ des réserves de phosphate au niveau mondial sont dans le sud du Maroc. Je peux prédire que si on a encore les moyens de la faire, parce que ce n'est pas sûr, il y aura une guerre du phosphore ou des guerres du phosphore dans les prochaines décennies. Il y a déjà des tensions entre le Maroc et la Mauritanie pour savoir à qui ça appartient, parce que c'est dans le Sahara occidental que ça se trouve essentiellement. Le phosphore, nous en avons besoin donc pour tout, c'est vital, et on laisse cette manne partir à l'océan pour de bon, pour toujours, et on est entièrement tributaire de chaînes d'approvisionnement de l'étranger qu'on ne maîtrise pas. La capacité, par exemple, de la France, tout pays agricole soit-elle, on croit que bon, non, on aura toujours à bouffer parce qu'on a beaucoup de terres arables. Ouais, et bien la possibilité pour la France de subvenir à ses besoins durablement dépend de ces flux-là et dépend donc de la capacité de la France dans les prochaines décennies à s'affirmer sur la scène diplomatique internationale, ce qui n'est déjà plus du tout le cas, plus tout à fait le cas. La France est en perte de vitesse en termes politiques, géopolitiques. Et donc, notre capacité à nous affirmer, nous tout petits, pour assurer nos intrants, quand la ressource sera contrainte et que tout le monde en voudra parce que tout le monde crèvera de faim. Je peux vous dire que ce n'est pas assuré. Le pic du phosphore, parce que c'est bien ça au final, pourquoi je dis qu'il y a un problème? Si ça se trouve, il y en a pour des siècles et des siècles. Ben non. Voilà. Mais cela dit, les experts ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur les échelles de temps. Donc, moi, je ne peux pas avoir de certitude n'étant pas expert. Je peux juste dire qu'il y a un débat parmi des experts. Mais il se trouve que parmi ces experts, il y en a qui sont reconnus mondialement et qui soutiennent Mordicus, qui le pic, il sera dans les années 2030 ou peut-être 40. À partir de là, la ressource devient contrainte et notre capacité à assurer nos approvisionnements devient tout à fait hypothétique. Et à partir de là, les sols, si on n'a pas l'intrant, les sols ne pourront plus rien produire. Ils vont se désertifier et c'est fini. La seule et unique manière de prévoir ça, c'est de changer de modèle agricole. Et éventuellement, je te renverrai vers un ou deux trucs que j'ai déjà écrits, mais globalement, j'ai déjà dit 2-3 éléments. Il faut remettre de la diversité, il faut arrêter les monocultures, fût-elles bio. Il faut passer en mode agroécologie, agroforesterie, plus de la permaculture partout où c'est possible, plus de l'agriculture urbaine, vivrière, partout où c'est possible.
C'est l'ensemble de tout ça qui va faire que peut-être on va s'en tirer. Et en ce qui concerne le phosphore, il faut reboucler les cycles parce qu'on va en avoir besoin. Il faut arrêter d'envoyer tout ça vers les océans. Et donc, ça veut dire quoi? Si vous avez des toilettes sèches, ou si vous pouvez avoir des toilettes sèches parce que vous êtes dans un endroit où c'est possible, où c'est facile, à ce moment-là, faites ça, faites bien votre compost, renseignez-vous, il faut bien équilibrer, il ne s'agit pas de remettre votre merde directement dans le champ, hein. Ça va brûler le champ avec le nitrate, avec l'azote. Donc il faut bien équilibrer ça avec de la matière lignée ou cellulosique, et bref, et faire des bons composts ou des bons amendements pour le sol. C'est pas magique, il faut faire gaffe, ça dépend du type de sol, etc. Bidule, donc il faut se renseigner, il faut aller voir des professionnels. Pas faire n'importe quoi. De ce que tu disais tout à l'heure, qui est que toutes ces connaissances, il y a du temps pour les acquérir et qu'effectivement, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup s'imaginent que oh bah, si ça s'effondre, on va s'adapter. Ça se fait pas en 5 minutes, c'est très long. Quelqu'un récemment, oh, bah, si ton truc, ça se produit, je ferai pousser mes patates. Mais où et comment? Le mec, il vit à Paris. Où et comment? Bon, donc, il faut, si vous avez la possibilité d'avoir des toilettes sèches, c'est déjà un début, mais ça ne va pas suffire un ensemble de toilettes sèches. Donc il faut au niveau des collectivités, ça peut être aussi valable à certains endroits, des petites villes, des villages ou des zones périurbaines, il faut des centres de compostage qui soient des petites usines. Je dis petites parce que tu peux avoir d'énormes usines, et moi j'aime pas trop ce modèle-là d'énormes usines, parce que si l'usine tombe en panne, il n'y a plus rien. Je préfère avoir plein de petites unités. Et le mieux, même si le rendement est moins bon, hein, globalement, mais c'est plus résilient. Voilà. Et je préfère, dans l'idéal, que ces petites unités soient plutôt gérées par les collectivités elles-mêmes, voire par des coopératives d'habitants, plutôt que par une multinationale. Où là, c'est pareil, si le mec en haut de la multinationale, il décide qu'il arrête, machin, qu'il licencie tout le monde, bah vous faites quoi? D'accord? Donc il vaut mieux, et le fait que tout le monde s'implique dedans fait aussi que les compétences sont plus partagées. Et que si le mec qui est compétent, il vient à disparaître pour une raison X ou Y, d'autres peuvent peut-être prendre le relais derrière. Donc voilà plutôt mon modèle, dès que c'est possible, d'avoir des petits postes qui permettent que des gens aient des cuves chez eux. Les cuves sont régulièrement ramassées par un ramassage collectif local, puis ensuite c'est envoyé vers ces systèmes qui sont des composteurs et des imprégnateurs, enfin un certain nombre de choses, qui peuvent ensuite fabriquer en mélangeant, d'ailleurs ça donne également un débouché pour ces matières-là, des matières carbonées, pour ensuite faire des bons amendements pour les sols. Et en ville, je termine là-dessus, c'est là qu'il y a le plus gros, aujourd'hui, le plus gros chantier et le plus gros challenge. En ville, il faut faire quoi? Il faut arrêter de chier dans l'eau potable. Donc en ville, c'est absurde de tirer la chasse avec de l'eau potable. Nous avons deux types d'intrants possibles pour une habitation. N'importe quel appartement, ce serait possible. On pourrait très bien avoir des récupérateurs de pluie ou des récupérateurs de condensation pour essayer, dans la mesure du possible, au maximum, de faire en sorte que toute l'eau que tu utilises dans les chiottes, c'est pas la même que celle que tu utilises pour te laver les mains ou faire ta bouffe. Voilà. C'est très possible. Ça demanderait de revoir toutes les logiques de plomberie actuelles. Et puis, de l'autre côté, ça serait bien aussi que tout ne soit pas mélangé, et d'un côté les eaux grises, qui sont les eaux de lavage, et de l'autre côté ce qu'on appelle les eaux vannes, qui sont les déjections. Aujourd'hui, tout est mélangé, tout part dans les mêmes tuyaux, et hop, à la baille. Donc ça doit stopper. Donc en amont, on peut, je te dis, différencier de l'eau potable d'un côté, qui vient des usines de traitement de l'eau, et des eaux de pluie, ou d'autres types d'eau d'ailleurs peut-être, et puis en aval, il s'agit véritablement de traiter différemment les eaux. Et en ce qui concerne les eaux vannes et d'éjection, d'envoyer ça par des usines. Alors pour le coup, j'imagine quand même peut-être des procédés un petit peu plus gros, mais bon, le plus distribué possible quand même, qui ensuite, effectivement, il y a toute une économie qui peut se mettre de fabrication de nouveaux types d'intrants valorisables, pour les champs, etc. Les gens pourront dire « Ah oui, mais les métaux lourds et puis les antibiotiques là-dedans, on ne va pas remettre ça dans les sols ». Il se trouve aujourd'hui qu'il y a des méthodes plutôt pas trop mauvaises qui permettent d'éliminer tout ça et qui font qu'au final, on a un intrant de qualité. Voilà. Ok. J'en profite pour... rentrer vraiment plus dans le détail dans comment on revoit le système agricole, mais là, on en prend pour une demi-heure. Oui, non, c'est... Voilà, l'idée, c'est d'être assez global. J'en profite juste pour faire un petit complément à ce que tu disais tout à l'heure, enfin très modestement, c'est que à un moment, tu as dit que des gens t'opposaient le fait que, mais oui, enfin bon, il y en aura toujours du pétrole ou il y en aura toujours de ça. Effectivement, le problème, c'est pas qu'il y en ait ou pas. Oui, bien sûr qu'il y en aura toujours, mais le problème, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à se partager un gâteau qui finalement sera de plus en plus petit.
Et donc, c'est là qu'est le problème aujourd'hui. Et en plus, voilà, celui qui est du bon côté de la table n'a pas forcément envie de partager le gros gâteau avec ses voisins qui, eux, ils en ont pas, tant pis, vous aviez qu'à en avoir, quoi. Voilà. Il y a plein de problèmes, c'est un sujet complexe, très complexe. Là aussi, j'en parle un petit peu dans certaines de mes conférences, mais bon, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Et en même temps, les experts ne sont pas d'accord entre eux. Il y a beaucoup d'experts qui sont un peu débiles sur ce sujet, parce qu'ils prêtent trop d'attention à certaines. Enfin, ils ont trop confiance dans la technologie humaine pour toujours aller chercher plus loin, etc., sans comprendre certaines limites à ce système. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que du pétrole, il y en aura toujours. Oui, ça c'est sûr, hein, il y en aura toujours. Mais dans la Terre. Mais de quoi a besoin une société ou un territoire pour fonctionner? Est-ce que c'est juste du pétrole? Non. C'est certains types de pétrole, parce que tout ne va pas, vous l'avez bien vu dans tous les moteurs et pour tous les usages, c'est certains types de pétrole qui demandent derrière des capacités pétrochimiques extrêmement fortes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une usine pétrochimique. Là, on n'est pas dans la petite installation de quartier, hein. Là, c'est des trucs monstrueux, c'est excessivement complexe et coûteux. Donc, on est forcément tributaire de ces installations-là et des grandes sociétés qui les maîtrisent, qui les contrôlent. Et donc, au final, on a besoin de quoi? De différents types de pétrole en abondance permanente, qui soient ni trop bon marché, ni trop cher. Donc, ce n'est pas qu'une question. Parce que si c'est trop bon marché, l'industrie n'est plus rentable, elle finit par s'effondrer. Si c'est trop cher, ce qui est en train un peu de se passer là, et si c'est trop cher, derrière, les gens ne sont pas contents. Les gilets jaunes, c'est encore gentil. Donc, au final, c'est un équilibre qui n'est pas que géologique, qui est géologique, technico-industriel, géopolitique, parce que la France produit 1% du pétrole qu'elle consomme, donc il faut pouvoir acheter à l'étranger, et donc acheter plus cher que le concurrent. Et en phase de tension sur l'offre, il est fort possible que globalement, les prix vont monter. Ce n'est pas sûr, parce que les prix ne retraduisent pas dans le pétrole l'offre et la demande. Ce n'est pas sûr. De toute façon, il va y avoir des moments où ça va tomber. Je ne suis pas en train de dire que c'est une courbe linéaire. Mais je pense quand même que globalement, on va aller plutôt vers le haut, même s'il y aura plein de phases différentes. En tout cas, notre capacité à nous imposer pour assurer notre approvisionnement. Et puis derrière, c'est une question de marché, donc effectivement, question financière et stratégique, des prix, et de comment les producteurs de pétrole, les pays de l'OPEP, jouent sur ces prix également, etc. C'est tellement instable comme équation que les gens qui disent « mais non, mais il n'y aura pas de problème de pétrole », mais ils vivent dans quel monde simpliste, ces gens-là? Donc, il y en aura toujours, mais ce qu'il y en aura toujours pour toi, là où tu es, et ça, c'est pas gagné. Et s'il n'y en a pas pour toi, là où tu es, à un prix abordable et de la qualité suffisante pour ne pas foutre en l'air ton moteur aussi, s'il n'y a pas ça, tu fais comment? Aujourd'hui, l'intégralité, je l'ai déjà dit, des activités humaines réclament à un moment ou à un autre des transports. 97% des transports terrestres, c'est 98% au niveau mondial, et en France, c'est 94-95% des transports terrestres qui dépendent du pétrole. Les autres, c'est des transports qui ne demandent pas de pétrole, comme par exemple le train, mais qui en demandent quand même en amont pour faire les rails, la maintenance des rails, etc. Donc, il y a quand même du pétrole. Et les autres modes de transport, c'est-à-dire par l'océan ou par les airs, c'est à 99,9%, c'est dépendant du pétrole. Notre civilisation est du pétrole par le pétrole pour le pétrole. On pourrait tout à fait imaginer notre civilisation. Le problème, c'est la phase transitoire. On a tout construit pour ça. On ne pourra pas facilement revenir en arrière. Si le pétrole s'arrêtait de couler, ce serait une catastrophe, on ne saurait pas faire. Il faut nécessairement anticiper là-dessus et préparer un plan B pour plein de choses, et notamment pour la production alimentaire, évidemment. Écoute, sur ces paroles sensées, je pense qu'on a, voilà, on voulait faire 2 heures, on a fait 3h20 d'enregistrement. Mais alors, et encore, on a abordé, moi je pense qu'on a fait même limite qu'effleurer la surface tellement, comme tu le dis, le sujet est vaste et complexe. Alors moi, ce que j'invite quand c'est comme ça, les gens, c'est voilà, ne pas hésiter à essayer d'approfondir la question, mais pour autant, il ne faut pas oublier que le sujet est d'une telle complexité que c'est compliqué. Voilà. Pour moi, la meilleure démarche, c'est, on va dire, d'avoir, tu vois, par cette vidéo, je pense qu'en 3h30, on a abordé beaucoup de sujets, on a été très vaste, et avec tout ce dont on a pu parler, c'est, voilà,
commencer à réfléchir et à essayer de trouver des solutions, bah, comme nous, on essaye de le faire modestement à notre échelle. Et effectivement, on- je me perds un petit peu dans ce que je dis, mais grosso modo, oui, cherchez à vous renseigner plus, mais voilà, moi voilà, je vais pas y arriver. J'incite vraiment les gens à commencer à agir par rapport à tout ça. Et de toute façon, nous, dans les vidéos qu'on abordera avec le temps, on va essayer, nous, de mettre en vidéo notre parcours, on va essayer de mettre en vidéo les différents projets qui vont être mis sur place, essayer de retranscrire un peu nos réussites et nos échecs. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'on ait pu parler de toutes ces choses-là aujourd'hui. Alors moi, je suis quelqu'un voilà, qui a déjà beaucoup suivi ton travail et d'autres, mais j'espère pouvoir voilà, modestement contribuer à essayer de propager un petit peu le message. Et j'espère vraiment que, voilà, que ça va inciter les gens à bouger et que toutes les personnes, j'en reviens à la vidéo, enfin, comment dire, à l'interview qui a été faite du Média pour tous. J'espère que les personnes qui, dans les commentaires, sont dans le déni, clairement. Il y en a beaucoup qui étaient dans le déni. Non, mais tu dis n'importe quoi, ça ne va pas arriver. J'espère en tout cas que ça sera un début de phase de réflexion pour eux et voilà, et que les choses, on va dire, évolueront dans le sens le moins mauvais possible, puisque malheureusement, je pense que même si on essaye de rester positif dans notre quotidien, je pense que toi comme moi et bien d'autres, on est conscient que ça va être compliqué en tout cas d'aller vers, enfin de ralentir la chute. Ça va être compliqué, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et puis, comme tu l'as compris, comme vous l'avez compris, ça va être très différent selon les endroits. Néanmoins, il y a des choses dont on sait avec certitude que ça ne se passera pas. Et malheureusement, ces choses-là, c'est les choses qu'on continue à nous mettre en avant dans les médias, c'est qu'on continue à nous mettre en avant dans les discours politiques, des fois par calcul et par manipulation, des fois parce qu'eux-mêmes, ils y croient, ils ne comprennent pas, et puis souvent un peu des deux. Mais le fait est que c'est vrai que ça ne va pas être drôle, mais que ce sera beaucoup moins difficile si on se met, si on se mobilise. C'est ce que, à ta manière, tu fais, David, avec les gens qui sont à côté de toi aussi. Si on se mobilise territorialement pour faire des choses, que si on ne fait rien, on attend que ça arrive. Plus on se croira invulnérable, moins on se préparera et plus on se rendra vulnérable. C'est une prophétie autocontradictoire. Vous allez vraiment déchanter. Et donc, en fait, c'est un moment clé pour faire une chose. C'est un moment clé pour devenir des héros. Parce que il y a, le héros, un héros, ça n'existe pas s'il n'y a pas un contexte. Voilà. Et en l'occurrence, le contexte, il est là, il se crée, il devient là, et ça va être de pire en pire, j'ai envie de dire, pour créer des héros. Donc, il y aura les bons, il y aura les mauvais. Évidemment, je suis très schématique, parce que le nichéisme, ça va un moment. Néanmoins, globalement, il y en a qui iront dans le sens de l'intérêt général, et d'autres dans le sens du leur contre l'intérêt général. En tout cas, c'est comme ça qu'ils percevront la chose. Soyez du bon côté. Voilà, soyez du bon côté. Tout à l'heure, tu as parlé des enfants. Je n'en ai pas, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui en ont, ou qui vont en avoir, ou qui veulent en avoir, et pour qui c'est important. Et bien voilà, je disais tout à l'heure, nos enfants nous en voudront-ils? Il n'y a pas de doute là-dessus. Nos enfants, ils vont nous haïr. Sauf ceux qui se seront vraiment mobilisés et qui n'auront pas à rougir. Et qui pourront se regarder droit dans le miroir et pourront regarder leurs enfants droit dans les yeux. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'être ceux que vos enfants haïront ou d'être leurs héros. Et pour finir, alors j'aime beaucoup cette note positive pour terminer. Et pour terminer sur une autre note positive, moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets et que j'essaye d'aborder le sujet avec les autres, et on va dire que j'ai adopté ce mode de vie plus territorial et plus résilient, ben en fait, je passe d'excellents moments, je rencontre des gens formidables et on se rend compte que finalement, quand on va vers les autres, bah, et quand on évite le repli sur soi, ce qui est malheureusement des fois les travers, même si moi je me définis en tant que survivaliste, même si c'est les travers, on va dire, du survivalisme des fois, c'est comme ça que les gens le voient. Il y a aussi énormément de gens qui sont, c'est un terme générique, hein, qui sont survivalistes sans en avoir pour autant le terme, on va dire l'étiquette, et qui font ce travail collectif. Et moi, personnellement, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de bonheur, et je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça en apporte, puisque finalement, bah,
quand on connaît ses voisins, quand on a toujours quelqu'un sur qui compter et quand on passe juste des bons moments, ça démarre par ça, juste passer des bons moments avec les gens proches de chez nous, c'est le début de la cohésion sociale sur un territoire. Ben, finalement, même si effectivement on a dépeint quelque chose d'assez dur à entendre sur toute cette vidéo, finalement, moi, ce que je veux aussi apporter, c'est ce côté bah, très positif, finalement, c'est que c'est dans les difficultés, finalement, qu'on rencontre les bonnes personnes et qu'on crée un réel lien. Et moi, je pense que c'est une bonne conclusion de finir par ça. C'est très important. Tu m'autorises là-dessus à dire quelque chose? Oui, bien sûr. On n'est plus à 3 minutes près. Hein. Non, non. Quand on travaille ensemble les uns avec les autres, on ne fait pas que changer les actes, on change les imaginaires également. Et à un moment, il y a une révolution de nos imaginaires à accepter. C'est-à-dire que, effectivement, la prolongation linéaire dans l'avenir, à partir du passé ou à partir des rêves qu'on a aujourd'hui ou à partir des mythologies qui circulent dans les médias mainstream, malheureusement, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Et donc, il faut se préparer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Il y en a qui disent ah ouais, mais ton truc, ça nous enlève tout espoir. Pas du tout. Tout espoir de quoi? À tout espoir de continuer ad vitam aeternam qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres espoirs à mettre dans autre chose? Dans une autre façon d'être, les uns avec les autres, de la façon d'être au monde, etc. Et si ça se trouve, on sera plus heureux, on bouffera moins d'anxiolytiques. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a effectivement des espoirs, mais des espoirs à construire pour qu'ils soient lucides, qu'ils soient des espoirs actifs également, où on se mobilise. Et donc, faire les choses ensemble, etc. C'est important pour des raisons d'imaginaire et donc de se raconter aussi d'autres histoires qui mettent en avant et d'autres hiérarchies de valeurs, d'autres. Tu vois, essayer de jouer, mais pour le coup, dès les enfants, j'y reviens, dès l'éducation primaire des enfants, sur ce qu'on juge, ce qu'on montre à l'enfant comme quelque chose qui est bien ou pas bien, comme quelque chose qui est respectable ou méprisable, comme quelque chose qui est... Voilà. Et du coup, ça, quelque part, ça oriente leur comportement, c'est-à-dire il faut renforcer ça. Quand ils font un truc qui est bien pour la communauté, il faut les féliciter quand ils font des choses comme ça. Et pas juste quand ils ont battu l'autre parce qu'ils ont été plus forts. Ah, j'ai été premier à l'école, c'est bien mon fils. Bats-toi, il faut que tu travailles dur pour être premier le trimestre prochain. C'est pas forcément le bon message. Le bon message, ce serait plutôt, c'est bien, c'est bien. S'il y en a d'autres qui sont moins bons que toi dans la classe, aide-les. Tu vois. Alors moi, j'aborde ça aussi de cette manière-là avec ma fille. C'est-à-dire que quand, par exemple, elle me dit, bah moi, j'ai fait ça, j'ai bien réussi, alors que machin n'a pas réussi. Moi, souvent, ce que je lui réponds, bah, c'est bien ma chérie, mais par contre, bah, peut-être que lui, il est plus fort que toi dans d'autres domaines. À la rigueur, peut-être que toi, tu pourrais lui apprendre des choses et lui t'en apprendre aussi. Je pense, c'est effectivement casser ce côté compétition, c'est Du important. coup, en tout cas, ça vient bien dans les histoires qu'on se raconte et dans comment on se les raconte. C'est un des trucs de l'équation. Tu sais, quand il y a un truc en storytelling qui est assez connu en tout cas pour les professionnels, c'est que imaginons un film, tu vas voir un film, bon, ben, tu as un méchant, un gentil, et puis à un moment, tu sais qu'il va y avoir un affrontement. Il est même fréquent qu'au début, ils se croisent un tout petit peu, puis à un moment, ils s'affrontent, et puis, le méchant gagne. Et le gentil s'en sort juste in extremis, c'est tout. Mais il va se refaire, il va remonter la pente, patati, patata. Bon. Et à la fin, si tu n'as pas d'affrontement entre le méchant et le gentil, les gens vont sortir de ton film en disant c'était quoi cette merde, tu promets d'une manière implicite qu'il va y avoir le grand affrontement entre le méchant et le gentil. Et un bon storytelling, c'est quoi? Un bon storytelling, c'est un récit qui respecte, qui tient ses promesses. Donc il faut donner aux gens l'affrontement qu'ils attendent, mais par contre qui les surprend dans la manière où ça se passe et qui n'ont pas du tout vu venir le truc, de la manière dont ça se produit. Ça, c'est la bonne façon de faire un storytelling. Mais aujourd'hui, quelque part, on est dans un changement d'imaginaire qu'il faut provoquer, et il faut que la suite de l'histoire maintenant de l'humanité réponde à un certain nombre de promesses qu'on a pu se faire sur le progrès, sur le fait qu'on allait pouvoir vivre décemment, tout ça, mais ça ne se produira pas de la même manière. Et les gens qui me disent, par exemple, que, donc c'est pas donner tout espoir, mais c'est changer la manière de cette promesse. Les gens qui me disent pas à moi spécifiquement, mais qui disent, oh, les gens qui parlent de ça, c'est extrêmement occidentalo-centré, c'est un discours de riches, de bourges, de pays développés privilégiés, en fait, qui voient ça, voilà. Oh, mon pauvre petit bien-être, personne. Bon, ben, non, je suis désolé, non.
ce que je dis, à certains égards, est valable partout. Et surtout, peut-être encore plus, pour des pays qu'on dit en voie de développement, parce que eux aussi, il faut quelque part qu'ils puissent, jusqu'à un certain point, que les promesses de développement et de mieux-être puissent les toucher aussi, sinon ce serait vraiment l'atrocité totale. Par contre, pas de la même manière que nous. Pas de la manière dont eux se l'imaginent aujourd'hui, c'est-à-dire on va faire comme les autres, on va faire comme les pays d'Europe et d'Occident et machin, et on va vivre comme des porcs en dépensant et en polluant comme des porcs, etc., et être obèse. Hein, d'accord, je dis pas, je schématise volontiers, je provoque un peu, mais je veux dire par là, c'est pas le même modèle. Donc il faut quand même à un moment au moins essayer de les sensibiliser là-dessus. D'ailleurs, des fois, il n'y a pas du tout besoin. Il y a des pays qui prennent leur propre chemin et c'est très bien, mais il y en a qui restent dans ces idéologies comme nous, quoi, de faire comme nous. Et là, il faut surtout leur dire stop, stop, stop. Déjà, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Et accessoirement, non, il y a moyen de faire beaucoup mieux et de créer une société qui est peut-être un peu moins quantitative, mais qui est plus qualitative. Voilà. Bon. Et donc, c'est pas occidental-centré, machin. C'est évidemment, je peux pas parler pour tout le monde et surtout pas décider pour quiconque. Mais pour autant, loin de vouloir donner des grandes leçons, pour autant, l'idée, c'est quand même bien d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent se nourrir de notre propre expérience et en l'occurrence, notre propre échec civilisationnel. Bien sûr, ces belles paroles. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir pris ce long temps pour qu'on puisse discuter, voilà, connaître ta façon de voir les choses et surtout, on va dire de manière plus éloquente que je n'en serais capable, en tout cas pour le moment. Et donc, du coup, bah, je m'excuse auprès des gens qui auront vu la vidéo. C'était un petit peu instable au niveau de l'image, mais bon, comme je disais au début, malheureusement, je vis dans une campagne bien profonde où on n'est pas en zone blanche, mais pas loin. En attendant, on a quand même tenu tout le long. Ça n'a coupé qu'une fois pendant très peu de temps. Et donc, bah, ça me conforte dans l'idée. Je pense que je ferai donc d'autres interviews. Et en tout cas, c'était un vrai honneur et un vrai plaisir de t'avoir pour notre toute première interview. Et voilà, bah, en tout cas, on va travailler à diffuser un petit peu tout ça. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser d'homme à homme ici. J'espère peut-être pour un projet de résilience locale avec ma commune, avec la collectivité. Et voilà, bah, je tenais simplement à te remercier et te remercier aussi pour tout le travail que tu fais. Bon, ben, merci beaucoup, ça me touche. Et puis merci à vous. Et puis ben, bon projet. Le projet, j'ai vu, l'ADN est plutôt bon. Il faut y aller, il faut pas lâcher, On va rien croiser lâcher. les doigts. Merci Et à beaucoup. vous tous, vous pouvez regarder, effectivement, c'était un peu long, je suis un peu bavard. Et en même temps, j'essaie d'être synthétique. Vous voyez ce que ça donne. Ah, mais si C'est on pas devait évident. parler de tout dans les détails, je pense qu'on peut se prendre une petite semaine à en parler et encore, on n'aurait même pas tout abordé. Merci Exactement, je serais beaucoup. ravi d'avoir fini. Merci à tous.